Bienvenue à cette conférence sur les intolérances alimentaires, comment les démystifier, puis aussi comment faire la différence entre les allergies et les intolérances alimentaires. Je m'appelle Emilia Serrois, je suis naturopathe, spécialiste en santé digestive et coach alimentaire depuis 10 ans. Je m'intéresse particulièrement aux intolérances alimentaires depuis que j'en ai découvert sur ma propre personne. Mais ce que ça me permet avec les tests, c'est d'avoir une démarche précise, d'avoir des outils pour vous recommander les bons aliments, les bonnes épices, les bonnes plantes. Bref, ça rend mes programmes pas mal plus concis, beaucoup plus précis. Donc, bienvenue à cette conférence. Premièrement, c'est quoi une intolérance alimentaire? Une intolérance alimentaire, c'est une réaction physique à un aliment. Est-ce que c'est une allergie? Non, c'est vraiment pas la même catégorie. Est-ce que c'est diagnosticable d'un point de vue médical? Non, absolument pas, parce qu'une intolérance alimentaire, ça va changer. Ça peut même changer sur un an. Donc, on peut dire que ça mute si on veut. C'est pas quelque chose avec lequel on peut diagnostiquer une maladie. On peut pas avoir un diagnostic médical précis. Puis c'est un peu l'argument en ce moment dans la société qui amène à se poser des questions par rapport à la validité d'un test, puis comment l'utiliser. Est-ce que les médecins devraient recommencer ces tests-là? Moi, je ne suis pas du domaine médical. J'ai pas d'intérêt à ce niveau-là. Je sais que je peux absolument pas diagnostiquer avec les tests. Par contre, comme j'ai dit tantôt, ça peut vraiment être un outil pour établir un programme précis maintenant. Quand on fait le test, dès qu'on a les résultats, on peut tout de suite avoir un programme alimentaire qui va être beaucoup plus adapté à vous qu'un naturopathe ou une nutritionniste ou quelqu'un qui travaille d'un point de vue alimentaire va recommander des plantes ou des régimes ou de s'abstenir, d'éviter quelques aliments ou de favoriser d'autres. Et puis là, avec le test, on peut vraiment aller chercher justement qu'est-ce qui vous fait du bien et puis qu'est-ce qui vous n'en fait pas. Différencier les allergies et les intolérances, c'est aussi différencier quel type d'intolérance c'est. Donc, est-ce qu'il y a deux types d'intolérance alimentaire? Et ça, souvent, les gens, ça devient un argument parce qu'on me dit « Mais j'ai fait un test d'intolérance IgG, je comprends pas pourquoi tu veux me proposer un autre test. » Il existe un test métabolique. Ce n'est pas la même chose qu'un test IgG. Je vais y revenir dans 2 petites minutes, expliquer exactement c'est quoi les différences entre les deux. Mais avant, je vais faire le lien avec les allergies, donc vraiment démystifier c'est quoi une allergie versus c'est quoi une intolérance. Une allergie, ça se diagnostique d'un point de vue médical. Vous faites une réaction soit respiratoire, soit violente au point de vue digestif, donc vous avez une réaction tout de suite quand vous consommez de l'aliment, au même titre qu'une allergie au chat ou une allergie aux abeilles. Le degré de violence, si on veut, l'intensité varie d'une personne à une autre, mais ça se diagnostique parce que ce qu'on regarde, c'est d'un point de vue immunitaire, la réponse IgE. Donc, c'est ce qui nous permet de diagnostiquer une allergie. Une allergie, habituellement, peut perdurer dans le temps. Elle peut aussi s'apaiser, elle peut disparaître ou elle peut revenir, mais c'est habituellement plus réactif, c'est plus spontané et puis c'est vraiment une réponse immunitaire qui peut mettre la personne en danger. Une intolérance alimentaire, ça n'a rien à voir avec une allergie. Donc, vous êtes allé en allergologie, vous avez eu des résultats, vous n'êtes pas allergique au gluten, donc vous n'êtes pas cœliaque, entre autres, mais vous pouvez quand même avoir une légère intolérance et il y a des degrés dans les intolérances. Ce qui m'amène à expliquer les différentes intolérances. Il y a l'intolérance IgG qui, elle, est d'un point de vue immunitaire aussi. Même là, c'est discutable au point de vue médical parce que justement, la réponse IgG ne pointe pas nécessairement qu'une intolérance. Mais par contre, c'est que IgG veut dire qu'on éveille aussi le système immunitaire et quand on a des problèmes, exemple de maladies chroniques, bien, ça contribue à l'inflammation dans le corps. Les gens vont faire un test d'IgG pour démystifier les aliments sur le marché. Il y a différents tests d'intolérance comme ELISA, entre autres, ImmuPro. Ce sont tous des approches immunitaires IgG. Moi, par expérience, en ayant fait faire des tests IgG à certaines personnes, ce que je me rends compte, c'est que les tests vont environ tester
les divers produits qui existent, là, vont utiliser un petit échantillon de sang. Donc, ça peut être des gouttes sur un carton. Ou ça peut être aussi que la personne pique son doigt, ou une infirmière le fait, mais habituellement vous êtes capable de le faire vous-même ou à l'aide d'un proche. Et puis on extrait quelques petites gouttes de sang qu'on met dans si vous voulez, un petit contenant. Puis on envoie ça au laboratoire. On teste environ 220 aliments par test. Il y en a qui en testent plus. Mais je vous dirais que par mon expérience, la moyenne des gens vont avoir environ entre 15 à 25 intolérances élevées. Donc, ça peut être intéressant comme test. On peut voir aussi qu'est-ce qui est presque une intolérance. Je l'utilise, je veux expliquer un petit peu dans quel cas je vais l'utiliser, comme dans les cas de gens qui ont des problèmes de maigreur ou de porosité de l'intestin. C'est sûr que moi, je ne peux pas diagnostiquer la porosité de l'intestin, je ne peux pas la voir, je n'ai pas l'équipement pour ça. Par contre, on peut avoir des symptômes qui démontrent une certaine porosité de l'intestin. Donc, en fait, si on regarde les écrits de Jacqueline Lagacé, qui est PhD, elle parle dans son livre de la porosité de l'intestin qui, elle, est démontrée lorsqu'on a une maladie chronique. C'est prouvé que on a probablement une certaine porosité dans l'intestin. Tout le monde en a une, bien évidemment, mais c'est sûr que l'alimentation peut avoir un impact sur la porosité de l'intestin. Donc, les tests d'IgG peuvent aussi être intéressants, pas nécessairement pour diagnostiquer la porosité, mais pour tous ceux qui ont des problèmes de maladies chroniques. Puis, quand on a une faiblesse immunitaire, il y a plus de chances qu'on ait un intestin poreux. Tout le monde en a une certaine porosité de l'intestin, mais c'est sûr que ça a un impact sur le système immunitaire. Et puis, c'est cette réponse-là que les tests vont amener. Comment sont faits ces tests-là? Tantôt, je parlais d'un petit échantillon de sang. C'est sûr que si le petit échantillon de sang il est sur un petit carton, bien, on a moins de chances au niveau de la fiabilité du test parce que le sang risque d'oxyder dans son transport. Comme exemple, j'ai déjà fait de ce type de test-là que j'ai envoyé aux États-Unis. Donc, les délais d'envoi, d'utilisation au niveau du laboratoire. C'est sûr qu'aller directement au laboratoire faire une prise de sang, ça vous demande du temps, un déplacement, etc. Mais c'est sûr que le sang va être de meilleure qualité, ce qui est à peu près l'équivalent du petit contenant de sang que je parlais tantôt dans lequel on met quelques gouttes. Donc, avec les tests que moi j'utilise maintenant, j'utilise plutôt le petit contenant avec des gouttes, 45% de fiabilité et plus. La technologie microwave ELISA, je crois que j'utilise, et on observe sous le microscope les différentes intolérances avec un logiciel. Ça, c'est le test d'intolérance IgG. Bon, je vous l'ai expliqué, vous voyez dans mon visage, je l'aime, mais moi, je vous dirais, je l'utilise plus en complément au test métabolique. Donc, ça m'intéresse de faire les tests métaboliques parce que justement, la réponse est différée dans le temps. Ça veut dire que, puis pour toutes les réponses de type intolérance alimentaire, c'est pas spontané que vous avez la réaction. C'est à la force de manger un aliment, ça peut être après un choc émotif ou physique, ça peut être vous mangez un aliment, disons, pendant certaines années de la même manière, au même moment, ou peu importe, puis après un certain nombre de temps, vous devenez intolérant, puis dans les 3-4 jours, vous avez des réactions. Métabolique aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est votre métabolisme. Donc, si vous avez un métabolisme lent ou rapide, l'aliment, lui, lorsqu'il est ingéré, est mal digéré, donc ça ralentit tout le métabolisme. Le test d'intolérance métabolique, le métabolisme, qu'est-ce que c'est en gros? C'est l'impact d'un aliment dans votre système digestif. Ensuite, transport dans le sang, c'est plus nécessairement l'aliment, mais c'est ses propriétés. Si l'aliment a été bien digéré, ça va au niveau du transport. Mais si l'aliment n'est pas bien digéré, il y a beaucoup de chances de putréfaction, de fermentation. Et là, on transporte, si vous voulez, aussi du déchet dans le reste du corps, ce qui, à long terme, va ralentir le foie. Le système endocrinien utilise aussi des hormones pour nous permettre d'assimiler les aliments ou les éléments qu'on mange. Donc,
si le métabolisme est très lent, il faut sécréter davantage. Donc, à long terme, un ralentissement de métabolisme va aussi créer un ralentissement endocrinien. Et puis, donc, la nourriture doit être acheminée à la cellule, elle doit manger. Et puis, finalement, c'est tout le processus d'élimination qui va être affecté. Donc, souvent, les gens, quand ils m'entendent dire ça, ils disent tous, ben, coudonc, ça affecte tout le système, ça affecte la santé de façon globale. Puis, je peux vous donner quelques exemples. Ça peut être un problème de constipation, ça peut être un problème de poids, ça peut être un problème de migraine, ça peut être un problème... c'est des symptômes, puis il faut identifier la cause quand même, mais tu sais, ça peut être des problèmes d'élimination de façon générale. Moi, je sais que j'ai consulté pour des problèmes d'infection urinaire, donc ça, c'est une pathologie, je ne me le suis pas diagnostiquée, je suis allée en médecine conventionnelle. On a diagnostiqué des infections urinaires à répétition, des antibiotiques à répétition. Dans ce temps-là, je ne connaissais pas nécessairement la naturopathie, puis toute l'approche alimentaire, puis la phytothérapie. Donc, j'ai pris beaucoup d'antibiotiques pour ça. Puis j'ai passé, je pense, de l'âge de 17 ans, de 17 ans jusqu'à 28 ans à ne pas comprendre qu'est-ce que c'est le problème pour finalement me rendre compte que les œufs me donnent des infections urinaires. Et puis ça, c'est intéressant parce que lorsque le microbiote, la flore intestinale est affectée par l'alimentation, il peut y avoir un échange de mauvaises bactéries entre le système digestif et la vessie qui est collée finalement sur le système digestif. Donc, moi, faire cette conclusion-là, c'est clair que ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de douleurs inutiles quand j'aurais pu simplement savoir que j'avais un problème d'intolérance alimentaire. Est-ce que j'aurais pu moi-même diagnostiquer l'infection urinaire? Non, pas nécessairement, mais au moins, je peux vous dire qu'en cessant les œufs, j'ai plus jamais eu de problème. Donc, ça, c'est un exemple. Vous pouvez aller lire sur mon site web l'article de Madame Clairet qui parle de sa démarche avec moi, où elle raconte qu'elle est arrivée chez moi avec un diagnostic de côlon irritable. Et puis, nous, on a voulu favoriser la santé de son intestin. Donc, on a commencé par le test parce que Madame Clairet était plus capable de manger rien. Il n'y avait rien qui passait. Dès qu'elle mangeait, elle avait des ballonnements, des gaz, des crampes. Elle ne se sentait pas bien. Et puis, finalement, avec les résultats des tests, on a pu établir un programme unique pour elle. Bon, ce qui m'amène à vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui cause les intolérances alimentaires, puis ensuite, je vais vous donner quelques solutions. Je vous dirais même que le mot intolérance alimentaire, parce que ça, c'est quand même intéressant, ça va faire environ 50 ans qu'on parle d'intolérance alimentaire. Moi, perso, dans ma pratique, ça fait environ 5 ans. Même, je dirais, 2015, ça a été l'intégration des tests dans ma pratique. Mais ça va faire environ 5 ans que j'entends vraiment le terme intolérance alimentaire. Puis, un grand intérêt pour ce type de conférence-là. Quand je l'organise en groupe, en personne, là, je remplis toujours la salle d'une 40aine de personnes. Les gens se posent beaucoup de questions. Ils font des liens intuitivement. Est-ce que c'est les produits laitiers qui me donnent des gaz? Oui, OK, puis c'est intéressant, mais je vous dirais, et plus que ça, c'est la façon qu'on met les ingrédients dans l'assiette. Comme je disais tantôt, 50 ans qu'on s'intéresse aux intolérances alimentaires. Les combinaisons alimentaires, je dirais depuis les années 80, René Frappier, Colombe Plante ici au Québec, en Italie, on utilise les combinaisons alimentaires d'un point de vue médical depuis très, très longtemps. Donc, c'est pertinent. Même d'un point de vue nutrition, je trouve que ça manque parce que moi, depuis 2010, j'utilise les combinaisons alimentaires. Puis je voudrais que je commence même parfois ma pratique avec les combinaisons alimentaires quand je reçois quelqu'un à la clinique. Et puis, je me rends compte de grands résultats. J'ai souvent le commentaire que les combinaisons alimentaires, c'est pour perdre du poids. Absolument pas. C'est ce qu'on a publicisé, si vous voulez, dans les médias par rapport aux combinaisons alimentaires. Pour moi, une combinaison alimentaire, là, si vous voulez que je banalise un peu la chose, mais si j'observe un animal, comme exemple le chevreuil dans la nature, j'ai jamais vu des animaux se préparer des concoctions alimentaires. Ils mangent ce qui est disponible pour eux. Ils mangent un aliment à la fois. Ils boivent jamais de l'eau en mangeant, puis ils font leur parcours à partir de là. Bon, leur fréquence alimentaire, etc., bon, ça varie d'un animal à un autre, puis il y a des herbivores, des carnivores, ça dépend de la longueur de leur système digestif, etc. Mais en tant que naturopathe, j'observe la nature, puis j'y vais dans la nature régulièrement. Puis on est la seule espèce
à manger des aliments qui proviennent de partout dans le monde. Puis si vous regardez depuis quelques années, on a même des super aliments, je n'ai rien contre le terme. Par contre, on a des aliments comme exemple le chia qui provient de la Bolivie, on a le maca qui provient du Pérou, on a divers aliments qui proviennent de partout. On les combine dans un smoothie, on mélange ça, on a un smoothie brun. Et puis finalement, est-il vraiment digeste? Parce que si on pense aussi à l'ère des intolérances alimentaires, on pense un petit peu à l'ère de l'industrialisation. On est pressé, on mange rapidement, on mastique pas assez, on combine mal et puis finalement, on veut manger tellement rapidement qu'on se dit, ben il me faut toutes mes protéines, il me faut toutes les combinaisons, il me faut tous les aliments dans une assiette et puis on digère mal. Tout simplement. Donc, combinaison alimentaire, je vous dis, c'est à la base de la biochimie de l'homme. C'est à la base du monde chimique humain. On ne peut pas prendre des éléments chimiques puis tous les mettre dans la même assiette. Ils n'ont pas le même poids, ils n'ont pas les mêmes minéraux, les mêmes vitamines, les mêmes propriétés. Donc, c'est impossible que ça se digère tout au même rythme et que ça s'assimile de la même façon. Et ça, pour moi, c'est très, très intéressant. Je fais même le lien avec les valeurs nutritives quand on dit qu'un aliment est riche en protéines. C'est quoi la provenance de cette protéine-là? Est-ce qu'elle est animale? Est-ce qu'elle est végétale? Est-ce que c'est des acides aminés? On ne le sait pas vraiment. Puis ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est synthétique? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que c'est fermenté? On ne sait pas vraiment. Donc, la digestion, elle va être altérée, elle va être influencée par tout ça. Puis, c'est très important à considérer. Ensuite de ça, je l'ai mentionné rapidement tantôt, mais je voudrais que ça ait un grand impact. Le taux de stress, d'anxiété, de nervosité d'une personne dans la vie va avoir un impact majeur sur particulièrement le système digestif et les intestins pour le mouvement de péristaltisme et les éliminations. À ne pas renier, à ne pas oublier parce que c'est le système nerveux qui permet à la digestion à plein de réactions digestives. Donc, une personne stressée, une personne nerveuse, une personne anxieuse va avoir des troubles digestifs, des symptômes de mauvaise digestion, etc. Donc, ça peut causer des intolérances alimentaires et même plus encore, je pourrais aller plus loin en disant les émotions vécues à la table en enfance ou à l'adulte, moi, ça va me faire penser à mon radis daikon que je ne digère pas dans mon test d'intolérance alimentaire. Je me rappelle m'avoir engueulée avec un ex-copain à la table, puis il y a du radis daikon dans mon assiette. Ça non plus, la psyché, le monde émotif, on ne peut pas en faire abstraction. Et puis c'est ce qui rend si varié le diagnostic d'une intolérance, même je dirais impossible. Donc, si je suis stressée, je suis nerveux, que je ne fais pas les bonnes combinaisons alimentaires, mon corps peut manquer d'enzymes pour digérer. Donc, souvent les gens pensent qu'on ingère des enzymes alimentaires par l'alimentation vivante. C'est un fait, mais ce n'est pas... Les enzymes, le corps en produit, le foie en produit entre autres des enzymes pour qu'on digère. Donc, un foie ralenti produit moins d'enzymes. Une alimentation appauvrie en fruits et légumes crus, pousses, germination, va créer des intolérances alimentaires parce qu'on digère moins bien, c'est ralenti. Puis en plus, on peut manquer de fibres. Un balayage quotidien qui ne se fera pas dans votre système digestif et qui éventuellement peut favoriser, c'est peut-être pas le bon terme, mais dire qui peut créer un manque de péristaltisme, un encrassage si on veut. Donc, le manque de fruits et de légumes et le manque d'enzymes digestives au niveau du foie, par exemple, peut créer des intolérances alimentaires. Il y a ensuite tous les agents de conservation, tous les produits polluants, les polluants alimentaires, les pesticides, les hormones aux animaux qui vont créer des débalancements chimiques chez l'humain aussi. Si vous pensez à l'humain, vous pouvez penser aussi à la bête qui les ingère, la bête qui ne bouge pas, la bête qui mange un paquet de gluten dans sa vie, qui est nourrie au grain puis qui n'a absolument pas une alimentation naturelle comme ça dans la vie. Je pousse loin, mais en même temps, c'est important qu'on en devienne conscient parce qu'à quelque part, tous ces agents-là font que la nourriture n'est pas naturelle, elle est transformée et plus elle est transformée, plus elle va développer un certain taux de toxicité dans le corps. C'est prouvé maintenant. Je fais souvent référence à Jacqueline Lagacé, mais c'est parce que j'admire cette personne d'avoir amené des lectures scientifiques sur le sujet. Tantôt, j'ai fait référence à la putréfaction, fermentation, une petite parenthèse, putréfaction, indigestion des protéines, fermentation, indigestion des sucres.
Gaz, ballonnement, CO2, poison, alcool, etc. Donc, c'est sûr que ça se véhicule dans le reste du corps et ça, c'est qu'un ralentissement de métabolisme qui crée ça. Donc, on peut appeler ça une intolérance alimentaire. Ça fait partie des causes des intolérances alimentaires. Donc, les impacts, tantôt je disais des symptômes variés, j'ai parlé de gaz, ballonnement. À long terme, si on a beaucoup de gaz, on a beaucoup de ballonnement, on a un problème de flore intestinale. Si je digère moins bien, je peux avoir un problème de constipation, problème de diarrhée, je peux avoir un problème de reflux gastrique, je peux avoir un problème de migraine. Tantôt, je parlais avec ma collègue d'un problème de peau. Ça peut être un problème de peau parce que c'est des émonctoires. La peau est un émonctoire. Elle peut éliminer des déchets lorsqu'elle est surchargée, lorsque le corps est surchargé, lorsque le corps a une condition d'acidité chronique ou générale ou régulière. Et puis, les intolérances alimentaires vont générer ça. Donc, dans les causes, il y a les symptômes. La putréfaction, la fermentation génère éventuellement qu'on ingère, on ingère un aliment, on ne le digère pas, c'est toujours la même chose, puis on devient intolérant à ça. Je vous donne un exemple, de la pizza, pâte, tomate acide, pâte au blé, fromage, laitage. C'est clair que c'est une mauvaise combinaison alimentaire, c'est très acidifiant. Donc, à long terme, on n'est pas obligé de réagir à la pizza. Puis moi, je pense à moi quand je dis ça parce que je suis une personne qui réagit très mal à la pizza. Au début, c'était un mal de tête. Après, c'était des crampes dans le ventre. Et après, vous pouvez vous imaginer la suite. C'est devenu comme ça avec le temps. Et c'est ça, l'intolérance alimentaire. Pourquoi je digérais mon bœuf bourguignon avant, puis maintenant, je ne le digère pas? Ben, c'est pour ces raisons-là. C'est dans le temps. Puis en même temps, c'est qu'on vieillit, on s'acidifie, on ne fait pas de sport, c'est les habitudes de vie aussi. Quelles sont vos habitudes de vie? Ça peut générer des intolérances alimentaires. Puis moi, je le vois chez une personne en forme, une personne qui mange bien, la différence dans les résultats des tests. Une petite référence intéressante, à la fin du premier livre de Jacqueline Lagacé, Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation, à la fin du livre, vous avez un petit tableau super intéressant plastifié que j'aurais tendance à vous dire, collez-le sur votre frigo, qui parle de l'alimentation moderne, l'effet de l'alimentation moderne. On parle de l'effet sur les enzymes de l'humain. On parle de l'intestin, de la barrière de l'intestin, justement, puis au moment où les déchets, la toxicité traverse dans le sang, s'en va dans le foie et puis finalement se rend jusqu'aux cellules, c'est ce qui crée un terrain propice à la maladie. Dans le livre, on parle exactement de la réaction de Maillard, on nomme les diverses toxines. Donc ça, c'est intéressant pour faire des liens avec les intolérances. Moi, c'est une lecture que je vous recommande. En naturopathie, on est formé sur, c'est pas la réaction de Maillard, nous, c'est l'effet rouleau, en fait, c'est des noms de personnes, mais l'effet rouleau qui explique la fermentation cellulaire, si on veut, où je pourrais vous donner une visualisation de vos cellules baignent dans du jello. Et puis, l'oxygène s'y rend moins bien, ce qui est une forme de fermentation, ce qui, dans le domaine médical, on peut même diagnostiquer un cancer, c'est lorsque les cellules se transforment et qu'elles n'ont plus besoin d'oxygène pour vivre. Donc, c'est une preuve qu'il y a congestion dans le corps, que le corps est capable de créer de la congestion. Et puis, moi, j'ai toujours dit, puis j'ai appris comme ça, le corps est parfait. Il crée de la congestion pour isoler le problème. Un peu comme quelqu'un qui prend du poids, c'est pour neutraliser l'acidité. C'est pour neutraliser l'acidité que le corps va loger et créer des symptômes locaux en premier pour vous aviser, pour vous alerter. Puis en même temps, bien, pour protéger le plus important, le cerveau ou les nerfs ou les os, etc. Et puis, ça n'est pas toujours le cas. Puis, comme je vous dis souvent, je ne suis pas médecin, je ne diagnostique pas. Par contre, je travaille avec l'acidité, je travaille avec l'alimentation, et puis ça se voit. Comment on procède à un test d'intolérance alimentaire? C'est très simple. Vous pouvez l'acheter sur ma boutique. Je vous poste un écouvillon, ça veut dire en bon québécois un Q-tip ou un coton-tige. Vous ensalivez le petit coton-tige et là, souvent les questions sont « Mais si j'ai bu un café avant? » Non, c'est pas grave. On ne teste pas l'acidité dans votre bouche. On est en train de tester votre ADN. Donc, la technologie brevetée derrière le produit, qu'est-ce que c'est justement? Est-ce qu'on peut s'y fier? On teste l'ADN
dans la salive ou dans les cheveux aussi, c'est possible. On envoie ça dans un laboratoire qui, lui, plonge l'ADN dans une métasubstance. La métasubstance a été étudiée à l'Université de Padoue, entre autres. C'est une solution saline. Cette solution-là va amplifier l'ADN et puis on va envoyer du data, donc de l'information à partir d'un ordinateur ou d'un logiciel ou d'une application qui va émettre des résultats dans un rapport précis. Le rapport en soi va être catégorisé, si on veut. On a différentes catégories, dont les épices, les laitages, les légumineuses, les protéines, etc. là. Et puis, on peut aller même vers un produit beaucoup plus poussé, si on veut, beaucoup plus profond. On peut opter pour une version exclusive qui, elle, va tester c'est quoi les toxines digestives que vous avez dans vos intestins. Est-ce que vous avez des bactéries? Est-ce que vous avez du candida? Est-ce que vous avez du H. pylori? Est-ce que vous avez des prédispositions à certaines pathologies? Est-ce que vous avez du stress? Est-ce que vous avez des carences en minéraux? Avez-vous des métaux lourds? Ce sont tous des choses que le test avancé peut procurer comme information. Donc, c'est très, très intéressant, très pertinent. C'est sûr que c'est plus dispendieux, mais quand même, ce sont des tests quand même très abordables. On parle d'un 300 $ et d'un 550 $, je crois, plus des taxes, etc., tout dépendant où vous vivez. Mais c'est pas compliqué de faire le test. Vous le faites chez vous, vous humectez le petit Q-tip, puis vous l'envoyez au laboratoire. On vous livre les résultats environ, je dirais, un bon 15 jours ouvrables. Ce n'est pas seulement une recommandation que je fais ici. Ma façon de pratiquer quand vous faites les tests est de vous demander de faire une consultation pour interpréter le test. Donc, ajoutez-y un 100 $. J'ai déjà enlevé un 20 $ pour l'ouverture de dossier. Quand j'ai le temps lors de l'interprétation, je vous certainement sûr, je vous donne des recommandations et parfois j'émets un programme même à la première rencontre, si on a le temps. Mais c'est de savoir travailler avec l'outil parce que cet outil-là vous fournit aussi les aliments qui sont bons pour vous, ceux qui ne créent aucune réaction, les intolérants. Ensuite de ça, il vous parle aussi de la fréquentation des aliments. Combien de fois par semaine, par mois, vous devriez manger un aliment. Donc ça, c'est des notions. Puis ensuite, c'est des façons de travailler. Combien de temps vous devriez arrêter les intolérants, c'est quand même pertinent de le savoir. On parle d'environ un bon 3 mois. Vous devriez être avisé avant de faire un test parce que si vous le mettez sur une tablette, vous ne l'utilisez pas, vous n'arrêtez pas les intolérants, je ne vois pas à quoi ça sert d'investir l'argent là. D'autres personnes vont me demander est-ce que les programmes d'assurance vont couvrir pour les tests. Moi, je vous dirais que certains oui, certains non. On peut faire la requête avant, demander. Je ne peux pas vous dire les compagnies exactement. C'est des cas par cas. Ça varie. Si vous voulez commencer une démarche, ne vous empêchez pas. Allez voir, faites la requête. On va avoir les résultats par rapport à ça. On va le savoir éventuellement. Certaines personnes n'auront pas les moyens de faire un test d'intolérance. Puis, le but de cette conférence-là aujourd'hui, c'est pas nécessairement juste de vous vendre un test d'intolérance puis de vous dire, bon, cliquez ici dans la boutique pour aller chercher le petit test. C'est pas juste ça. C'est d'éduquer, c'est de faire un partage d'informations parce que j'adore tout simplement. Et puis, je veux vous partager un petit peu comment y remédier aux intolérances alimentaires. Et puis, bon, c'est une des solutions, c'est vraiment les combinaisons alimentaires. Parce que moi, j'ai déjà travaillé sans les tests. Un autre conseil que je pourrais vous donner, qui ressemble à l'alimentation hypotoxique aussi, c'est que je peux vous partager que de tous les tests que j'ai faits, les gens qui digèrent la semoule de blé dur, exemple, ou le gluten, sont assez rares. Ça dépend de la transformation de l'aliment. Ça varie d'une personne à une autre, mais reste que quand même, le gluten est un aliment que je vois régulièrement non digéré. Les laitages, je peux vous dire que je n'ai jamais vu un être humain ne pas répondre intolérant à cette catégorie-là de façon globale, la catégorie au complet. Est-ce que c'est tous les produits laitiers que la personne ne digérait pas? Pas nécessairement, mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que les laitages, en moyenne, les gens sont 100% intolérants. Donc aujourd'hui, si vous venez pour vous informer, avoir des astuces et des conseils, ces deux aliments-là.
Un autre aliment que j'aurais peut-être douté, mais en même temps qui est devenu très transformé, c'est la levure chimique, la levure à gâteau, la levure qu'on met dans nos pains. Donc, je vous dirais que la générale, c'est que les gens ne digèrent pas la levure et ils sont très rares ceux qui fabriquent leur propre levain à la maison aujourd'hui qui est fermenté. Je vous recommande de faire votre levain, mais c'est pas la grande recommandation du jour, c'est plutôt de cesser le levain et la levure. Et puis là, les gens vont me dire « Quoi? Puis manger de pain? » Il est souvent mal combiné. Il contient souvent du gluten. Donc, voyez-vous aussi que l'amalgame des ingrédients peut créer l'intolérance, comme je l'explique en ce moment. Donc, ça reste, tu sais, exemple, protéines animales combinées à féculents crée une mauvaise combinaison alimentaire. Donc, pensez à tous les sandwichs universels qu'on peut faire avec le pain et jambon, etc., les œufs. Donc, vous comprenez à ce moment-là. D'autres recommandations que j'ajouterais, l'introduction des fruits, des légumes et des plantes fraîches sous une base quotidienne dans l'alimentation. Dans mon cours de combinaison alimentaire, je vous parle de portions aussi, je vous donne des recettes. C'est pas de réinventer la terre, de réinventer le monde culinaire, mais c'est plutôt de choisir, exemple, un morceau de saumon, des légumes cuits, une bonne salade. On enlève le riz, la patate. Le Québécois, il est fort là-dessus. Steak, blé d'Inde, patate, très fort. Un autre fait, j'ai jamais, rarement en tout cas, vu des gens qui digèrent le maïs, le café, le chocolat noir. Donc, Puis pensez-y, on est une société stressée. Le corps, il va réagir à trop de stimulants. On a des stimulants de la pub, on a des écriteaux partout, on est pressé, on mange en buvant, on regarde notre ordinateur. On fait tellement de choses en même temps. Pauvre système digestif, pauvre anxiété. C'est clair que ça a un impact. Gérez votre anxiété, mastiquez longuement, buvez beaucoup d'eau. C'est des petits conseils du jour qui semblent un peu anodins parfois. On le répète souvent parce que 3 fois par jour, des fois, c'est dur à respecter. Essayez de vous rappeler aussi peut-être des traumas alimentaires que vous avez eus, de créer des moments de relaxation, d'observation de votre alimentation. Ça peut être excellent. Si jamais vous voulez vous entraîner à mieux manger, que vous aimez l'approche que je vous partage aujourd'hui, j'ai mon cours Énergie 30 qui est pour s'entraîner à intégrer une alimentation thérapeutique. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'intégrer tout, mais c'est un cours que vous pouvez visionner encore une fois pendant 6 mois. C'est un cours que je fais aussi en groupe si vous cherchez du support. Et puis, c'est intéressant à explorer pour changer drastiquement ou pour intégrer des notions tranquillement dans votre quotidien. En conclusion, les intolérances alimentaires, c'est un gros sujet de l'heure. C'est particulièrement à cause de la façon qu'on mange. Ça fait 50 ans qu'on en parle, mais c'est particulièrement d'actualité en ce moment parce qu'on cherche des solutions, parce que particulièrement une pilule ne remédie pas à tous nos problèmes. Une intolérance alimentaire, c'est aussi une opportunité d'améliorer quelque chose dans notre vie, d'évoluer. Et puis quand on est prêt à cheminer, quand on est prêt à avoir une démarche précise, à recevoir du coaching, à s'éduquer sur le sujet, je pense que le test peut être un bon outil personnalisé qui vous permet d'établir votre propre profil santé. Merci d'avoir assisté à cette conférence, puis au plaisir de vous en présenter d'autres.